Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Un immense auteur de 85 ans vous envoie ses plus tendres pensées. Jean-Claude Grimbert nous a délégué, envoyé deux de ses messagers favoris. Olivier Barraud, journaliste, que ceux d'entre vous qui ont connu la télévision connaissent pour avoir animé avec tellement de talent l'émission Un livre, un jour, va nous raconter Jean-Claude Grimbert en présence de la fille de Jean-Claude Grimbert, Olga, qui est comédienne et qui va ponctuer ce récit de ses lectures des pièces de théâtre de Jean-Claude Grimbert, à la fois pour la jeunesse et puis peut-être aussi celle que vous attendez sans doute, la plus précieuse des marchandises. Merci beaucoup à vous toutes et tous. Oui, c'est bon. Oui. Je crois. Ça fonctionne, oui, vous m'entendez. Nous, on entend surtout un brouhaha terrible et on va porter un peu la voix pour que vous ne perdiez rien de ce que nous allons vous faire connaître ou retrouver d'ailleurs, puisque je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux et curieuses de l'œuvre de cet écrivain majeur de notre littérature contemporaine qu'est Jean-Claude Grimbert. On va procéder de la manière la plus simple. Je vais vous dire un certain nombre de choses à son sujet, et notamment dans la perspective du théâtre destiné au jeune public, du théâtre pour la jeunesse, comme on disait autrefois, et dont Jean-Claude est un des grands artisans et un des grands auteurs contemporains. Et au-delà de ça, nous évoquons sa personnalité et son œuvre qui est considérable. Je ne peux pas prendre la parole à son sujet sans vous confier que nous nous connaissons, lui et moi, depuis beaucoup d'années. Et c'est une continuité qui est tout à fait réjouissante, pour moi en tout cas, et j'espère aussi pour lui. Il se trouve que j'ai vu la pièce de Grimbert, qui est peut-être la plus connue et qui est jouée dans le monde entier depuis 40 ans, et qui s'appelle L'Atelier. Je pense que vous êtes nombreuses et nombreux ici à connaître L'Atelier, cette chronique d'un atelier de Paris, dans un quartier populaire, au moment de l'occupation. L'atelier a été, dès sa première production, je crois que c'était vers 1985. Olivier, je crois qu'il faut que tu rapproches le micro. Oui, je vais me rapprocher du micro. Voilà. Tu as raison. Bref, l'atelier est évidemment aujourd'hui un classique du siècle et plus généralement un classique de la littérature française. Jean-Claude Grimbert, qui avait déjà écrit quelques autres pièces à ce moment-là, arrive d'une manière prodigieuse à mêler à la fois le tragique, la tragédie, et en particulier la tragédie des Juifs pendant l'occupation, et puis aussi une certaine forme de légèreté, de sens de la comédie, d'ironie sur toute chose aussi qui le caractérise. L'atelier donc, mais aussi à l'époque de ses débuts, des pièces beaucoup moins connues et pourtant magnifiques, des pièces très très courtes, comme Rix par exemple, ou Les Vacances, ou cette pièce qui porte un titre magnifique, je trouve, Demain, une fenêtre sur rue. Toutes ces pièces ont été, pour la plupart, montées dans des théâtres parisiens, notamment au théâtre de l'Odéon, par des comédiens exceptionnels. Et Jean-Claude a toujours su saluer le concours des comédiens les plus épatants de cette génération. Et puis, on est là pour parler du théâtre destiné au jeune public. Le théâtre pour la jeunesse, comme disait autrefois Claude Santelli à la télévision, et c'était il y a un moment. Car effectivement, si Jean-Claude a écrit une bonne trentaine de pièces, je ne les ai pas comptées, mais c'est de cet ordre-là, dont certaines, encore une fois, sont devenues des classiques, il a un jour aussi œuvré dans d'autres domaines, ce qui nous ramène un peu en arrière. J'ai eu ce bonheur de lui suggérer un titre, et il en a fait de ce titre un roman qui s'appelle « La nuit, tous les chats sont gris ». J'ai fait une très brève carrière dans l'édition chez Calman Levy, et j'ai eu ce bonheur de lui suggérer un titre qu'il a accepté, et il a écrit ce premier roman
Jean-Claude n'est pas véritablement un romancier, c'est un écrivain. Il a peu pratiqué le roman, mais celui-ci me tient particulièrement à cœur, puisque j'en ai suivi la rédaction au long des mois qu'il a fallu pour qu'il termine cette histoire absolument épatante, qui se déroule d'ailleurs, comme un certain nombre de ses œuvres, dans le domaine du théâtre, notamment du théâtre de banlieue, d'ailleurs, du théâtre engagé, du théâtre populaire. Et puis, donc, cette espèce d'évolution imprévisible à mes yeux, qui a été l'entrée dans le répertoire du théâtre destiné au jeune public. En accord avec sa maison d'édition, j'allais dire de toujours ou presque, Actes Sud, qui est représenté ici même, avec Actes Sud, il a commencé d'écrire pour le jeune public, dans une espèce de filiale de la maison d'Actes Sud qui s'appelle EYOKA, H-E-Y-O-K-A, et qui caractérise toutes ses œuvres destinées aux plus jeunes. Mais ce n'est pas parce que Jean-Claude Grimbert écrit pour la jeunesse qu'il abdique ses convictions, son art et sa prise au sérieux des questions précisément touchant les plus jeunes. Je dirais même c'est le contraire. C'est-à-dire que l'œuvre pour la jeunesse de Grimbert participe pleinement de son œuvre globale. Elle ne saurait en être dissociée. Pour moi, elle traduit les mêmes préoccupations, les mêmes angoisses, les mêmes convictions aussi, et pourquoi ne pas le dire, le même talent, bien sûr. Alors on a pris le parti avec Olga de revenir à deux textes qui pour l'un a été écrit pour le jeune public et pour l'autre qui peut être tout à fait indiqué aussi pour le jeune public, mais qui n'est pas un texte théâtral et qui n'est pas un texte qui entre dans cette catégorie que j'évoque, le théâtre de la firme de la maison d'édition EYOKA, Actes Sud Papier. Alors, il faut lui donner la parole rapidement pour que vous puissiez retrouver la saveur de son style et en même temps l'extraordinaire clarté, lisibilité de ses œuvres destinées au jeune public. Quand il écrit pour la jeunesse, Jean-Claude Grimbert ne simplifie pas. Ce serait trahir absolument ses convictions et le message qu'il entend porter et apporter. Donc, ce sont des textes extrêmement travaillés, exactement comme les pièces destinées à tous les publics et notamment au public adulte, qui se jouent d'ailleurs en ce moment. Puis il se joue en ce moment et il se joue tout le temps, car Jean-Claude Grimbert est de ces écrivains français traduits dans toutes les langues et interprétés, montés au spectacle, au théâtre, absolument partout. Ils ne sont pas nombreux, si vous faites le compte, les écrivains de théâtre français qui connaissent de la sorte une renommée universelle. On pourrait citer Yasmina Reza, on pourrait citer Éric Emmanuel Schmitt, quelques autres, et Jean-Claude Grimbert. Encore une fois, mesurons que son influence et sa notoriété dépassent de beaucoup le seul public français. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Et Olga va vous donner lecture d'un texte qui remonte à 20 ans, publié en 2005, et qui s'appelle « Le petit chaperon UF ». UF, U-F. Deux des lettres qui composent le mot juif. Car s'il est bien dans l'œuvre de Jean-Claude Grimbert, et je dirais même dans la personne de Jean-Claude Grimbert, car tout ceci est très incarné chez lui, s'il est bien un questionnement, une problématique, une réalité, une tragédie, un holocauste, qui le hante depuis sa naissance en 1939, c'est évidemment la tragédie juive. UF, J-U-I-F. Olga va vous donner lecture du texte liminaire de cette pièce, qui est d'une certaine manière extraordinairement explicite quant aux préoccupations, aux propos aussi, à l'inspiration de Jean-Claude Grimbert. Et après ce propos liminaire, qui est assez bref, Olga vous lira le tout début de cette pièce. Et vous allez voir les parallèles qui viennent immédiatement à l'esprit et qui marquent ô combien les spectateurs, les spectatrices, les plus jeunes et les moins jeunes. Olga, c'est à toi. Alors,
Le petit chaperon Uf, un conte du bon vieux temps. Connaître l'histoire, les histoires, la vraie histoire, à quoi cela sert-il? Sinon à alerter les chaperons d'aujourd'hui, à avertir les enfants que la liberté de traverser le bois pour porter à sa mère grand un pot de beurre et une galette n'est jamais définitivement acquise. Cette liberté appartient à chacun et à tous. Hier, ce furent les enfants Uf et Ouf, ainsi que leurs parents et grands-parents, qui durent fuir, se cacher, changer de nom et de papier, afin d'échapper aux griffes du loup. Un temps pas si vieux et pas si bon, où des loups de noir ou de vert vêtus pourchassaient des petits-enfants, dont l'auteur faisait partie, les obligeant à porter du jaune afin d'être facilement reconnaissables, leur interdisant l'accès aux squares, aux piscines ou au théâtre, avant de casser les portes de leurs parents, de dévorer leurs pères et mères grands, ainsi que des millions d'autres petits-enfants ou adultes, simplement parce qu'ils étaient nés Uf ou Ouf. Demain, si l'on y prend garde, des loups s'attaqueront peut-être aux enfants If ou Gnif ou Gnouf. Les loups, eux, seront toujours les loups, et vous savez comme ils savent dissimuler leur bave et leurs grandes dents sous de belles et trompeuses paroles, avant de se mettre à hurler et à mordre. Mais pour l'instant, place au conte, au théâtre et à la vraie histoire du petit chaperon Uf ou Ouf. Jean-Claude Grammer, septembre 2005. Bon, alors tout d'abord, je vous dis que je regrette beaucoup que mon père ne soit pas là pour lire la grand-mère, parce qu'il la lit très bien. Je vais me contenter de lire le début de la pièce avec le loup et le petit chaperon Uf. Scène 1. À l'orée d'un bois, non loin d'un village, un loup déguisé en garde municipale s'adresse au public. Bonjour, bonsoir petits-enfants, ici votre vieil oncle Wolf qui raconte histoire bon vieux temps, histoire petit chaperon, histoire petit capuchon. Vous connaître? Ça fait rien, Wolf raconte quand même. Silence, fixe, repos. Wolf commence. Il y avait une fois, non pas marchand de foie dans ville de foie, il y avait une fois petite fille village. Tiens, elle arrive. Bonjour, bonjour, je suis une petite fille de village, toujours vêtue de rouge, si bien que tout le monde au village m'appelle le petit chaperon. Pardon, petit capuchon. Bonjour, monsieur. Caporal Wolf. Enchanté, chaperon rouge. Document. Comment? Document, papier, laissez-passer, ausweis, permis, séjour, carte d'immatriculation, passeport, carte grise, verte, bleue, exécution. Pourquoi? Je passe ici tous les jours, on me demande jamais rien. Aujourd'hui, montre document, tonton Wolf. Pourquoi? Parce que loi. Loi? Loi, démontre document, exécution rapide, fixe, repos. Et c'est la loi depuis quand? Ce matin? Ah bon? Tenez. Ah, qu'est-ce que Wolf voit là? Mon document? Exact, oui. Et Wolf voit quoi sur document? Ma photo? Oui, jolie photo, très jolie. Merci. Pas de quoi. Et quoi encore Wolf voit? Mon nom et mon adresse? Oui, je note. Nom, adresse, petit capuchon, vit encore chez papa, maman? Je note. Et quoi voir Wolf encore sur document à toi? Ma date de naissance? Exact, absolu, exact. Date de naissance, je note. Et dans ce coin-là, là-haut, que voit Wolf? Je sais pas. Petit capuchon, on sait lire. Les grosses lettres et les petites aussi, quand elles sont pas attachées. Là, quelle lettre? U. U, oui, alors? Alors quoi? Si U, là, alors toi, Uf. Moi quoi? Uf. Si U, là, toi, Uf. Sur document Wolf personnel, pas U, là, Wolf, pas Uf. Et il y a quoi à la place du U sur document Wolf? Rien. Rien? Seul Uf ont U et Ouf O. Mais c'est quoi encore Ouf? Le loup se pince le nez comme si ça sentait mauvais. Uf aussi? Oh, il se pince encore le nez. Bon, bah alors je suis Uf, tant pis, pardon, merci pour le renseignement. Bonjour, c'est vous, au revoir. Attends, pas si vite. Et je suis pressée. Uf,
peut pas porter capuchon rouge. Pourquoi? Rouge interdit, Uf. Uf doit porter capuchon jaune. Et pourquoi? Parce que Uf, jaune, couleur Uf. Pourquoi? Loi. Mais c'est quoi loi? Loi, c'est loi. Et moi, caporal-chef, Wolf, police Parc Jardin-Bois doit faire respecter loi dans Parc Jardin-Bois. Loi dit pas rouge pour Uf, toi, enlevez ça. Non, mais ça va pas, mais lâchez-moi, mais moi, si j'aime le rouge. Rouge réservé. Mais réservé à qui encore? Non, Uf porte rouge, Uf jaune. Il arrache le capuchon rouge du petit chaperon et lui jette un horrible capuchon jaune. Jaune couleur Uf. Mais pourquoi à la fin des fins? Calme, calme, petit capuchon Uf. Uf porte jaune pour que non-Uf reconnaisse Uf. Mais, et pourquoi les non-Uf devraient reconnaître les Uf? Parce que loi dit non-Uf reconnaître Uf. Mais il est tout mité, votre capuchon jaune. Spécial Uf. Mais en plus, il est tout sale. Uf sale, toujours très. Mais non, non, c'est pas vrai. Mon rouge est tout propre, ma maman vient de le laver. Capuchon rouge confisqué. Eh ben moi, je veux mettre celui-là, je veux le mien. Silence, Fix, Patouche, garde à vous. Qu'est-ce que Wolf voit dissimuler son capuchon? Quoi encore? Petit panier? Oui, petit panier, alors? Mais qu'est-ce que mademoiselle Uf transporte dissimulé dans petit panier, osier? Un petit pot de beurre et une galette pour ma mère Gant. Attends, pas si vite, montrez petit pot. Pourquoi? Oncle Wolf vérifie nature marchandise. Mais c'est du beurre, rien que du beurre, tout jaune couleur Uf. Moi, même titre, caporal Wolf doit regarder dans le code Uf. Il feuillette son code. Bâton, bière, béton, beurre. Beurre, interdit Uf. Interdit, beurre confisqué. Mais pourquoi vous fourrez votre doigt dans mon beurre? Le caporal Wolf vérifie. Vérifie quoi? Ces petites Uf n'a pas caché or, saphir, diamant. Or, saphir, diamant? Oui, dans beurre, Uf, toujours caché or, saphir, diamant partout. Mais non, arrêtez, c'est pour ma mère Grand. Silence, beurre interdit, Uf, beurre confisqué, petit pot avec. Non, mais ça va pas, ça va pas. Moi, j'appelle la police maintenant. Police! Calme. Moi, police. Voilà, ça c'est... Très bien, Olga. Merci. Très bien. Effectivement, Jean-Claude, oui, il faut que... C'est ça, je vais le mettre ici. Il devait lire Wolf, hein, je suis désolée. Non, tu le lis et tu le joues très bien, y compris avec ton père. Bon, mais il est avec nous de toute façon. Il est là. Il est un nom que je voudrais signaler aux amateurs de théâtre que vous êtes toutes et tous, parmi ceux qui ont aidé, fait connaître, vulgarisé au meilleur sens du terme l'œuvre théâtrale de Jean-Claude Grimbert, c'est Jean-Paul Roussillon. Le nom de Roussillon vous dit peut-être, j'espère, quelque chose. Il a été un sociétaire majeur de la Comédie Française pendant beaucoup d'années. Il nous a quittés maintenant, mais il a été aussi le créateur et l'interprète d'un certain nombre des premières pièces de Jean-Claude, et notamment des Vacances, et également l'auteur d'une pièce étonnante qui s'appelle Rix. Tout ça s'est joué, je crois, au théâtre de l'Odéon, à l'époque où Pierre Dux en était l'administrateur. C'était au Petit Odéon. C'était au Petit Odéon, et c'est aussi dans ces années-là qu'on a pu voir une pièce en plusieurs actes. Celles que je viens de citer sont des pièces en un acte. Une tout à fait extraordinaire qui s'appelait Amorphe d'Ottenbourg. Amorphe d'Ottenbourg, qui était d'ailleurs interprété par Roussillon lui-même et mise en scène, je crois, par le même Jean-Paul Roussillon. Amorphe d'Ottenbourg est une pièce tout à fait étonnante. Non, c'était Michel Aumont qui jouait le rôle principal, mise en scène par Roussillon. Michel Aumont, sociétaire de la Comédie Française. Et Amorphe était une pièce étonnante qui mettait en scène trois frères, Astolphe, Arnolphe et Amorphe d'Ottenbourg, qui était en réalité une sorte de dégénéré, devenu, lorsqu'il accède au pouvoir, un souverain complètement sanguinaire et complètement fou. C'était une métaphore du nazisme absolument magnifique et qui a connu en son temps, évidemment, un très grand succès. Elle a d'ailleurs été remontée ultérieurement à la Comédie Française, puisque Jean-Claude est de ces auteurs reçus à la Comédie Française, qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'était Jean-Michel Ribes qui en avait fait la mise en scène. Bref, une œuvre théâtrale d'emblée marquée par le portrait de la violence. S'il est, je crois, une constante dans l'œuvre de Grimbert, c'est la présence, l'omniprésence de la violence. Ceci tient en partie
à la biographie de cet homme-là. Cet homme-là dont le père sera arrêté. Jean-Claude Grimbert est né en 1939. Le père, Zacharie, sera arrêté, déporté et mourra en déportation. Et la famille Grimbert, au sens large, ne sortira pas indemne, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette époque abominable. Et cette véritable hantise, je crois qu'on peut parler d'une hantise, a été dans le cas de Jean-Claude Grimbert extrêmement féconde. C'est-à-dire que le drame, l'abomination, la Shoah, l'extrémité de l'horreur et du mal ont donné naissance chez lui à une volonté d'expression ininterrompue. Son œuvre est considérable par le nombre de pièces, le nombre de textes, et depuis quelque temps par les parenthèses autobiographiques à quoi il s'est livré avec le même talent. Tout ça est né effectivement du drame originel, dont il a fait un drame universel. C'est effectivement un drame universel que la Shoah, chacun en conviendra, évidemment, et ça a donné une œuvre. Alors on ne saurait réduire Jean-Claude à l'évocation de la seule Shoah, pourtant elle est omniprésente dans sa, je dirais même dans son être profond. Il est un enfant survivant miraculeusement de la tragédie universelle et absolue. Et puis, il y a chez lui aussi un grand sens de l'humour. On parle volontiers de l'humour juif, comme on parle de l'humour noir ou de l'humour anglais. Chez Jean-Claude Grimbert, cet humour, cette capacité de prendre de la distance par rapport à l'horreur telle qu'elle est relatée, cette capacité lui est propre. Encore une fois, il n'est pas le seul à porter ça. Après tout, Franz Kafka, c'est de la même manière associé à la fois l'abîme de l'interrogation, du mal-être, de la douleur, et en même temps, capacité magnifique à rire, à s'amuser avec ses amis. On trouve ça aussi, d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est chez d'autres écrivains juifs. Je pense à Proust, par exemple. Proust, qui est évidemment un auteur de la profondeur, mais dont on oublie parfois qu'il a été aussi, et dans sa vie, et dans une partie de La Recherche du temps perdu, un auteur porté à l'ironie, à la drôlerie, à la déconnade aussi. Marcel Proust a commencé d'écrire La Recherche après la mort de sa mère, comme si cette disparition lui permettait d'entrer dans son œuvre. Mais jusqu'alors, il avait très peu produit. Il s'amusait surtout avec ses amis, il menait une vie de bâton de chaise, il fréquentait les cafés, il était très très souvent le centre d'un groupe de gens très amusants, très éloignés au fond de l'image qu'on a eue de lui après la publication de À la recherche du temps perdu. Chez Jean-Claude, il y a ça aussi. Il y a l'omniprésence de la tragédie, de la fin inéluctable, de l'injustice, de l'horreur, toutes choses que vous connaissez évidemment, puisque vous vous intéressez, comme vous avez raison, à l'œuvre de Grimbert. Mais il y a aussi la comédie. Il y a aussi le théâtre. Le théâtre de Grimbert, c'est bel et bien du théâtre. C'est-à-dire que c'est très pensé pour ceux et celles qui vont avoir le bonheur de l'interpréter. D'ailleurs, sa fille vient de nous en donner un exemple. Il y a chez lui une jubilation du verbe, du mot, de la formule, du découpage aussi. Les pièces de Jean-Claude sont extrêmement écrites et extrêmement séquencées, si je puis dire. Il y a un véritable art poétique de Jean-Claude Grimbert. Et une profondeur, évidemment, une profondeur des sentiments. Il est quelqu'un d'autre dont je voudrais citer le nom, qui, me semble-t-il, a joué pour lui, surtout au cours de ces dernières années, un rôle très important. C'est Maurice Hollander, éditeur hors pair, créateur aux éditions du Seuil de cette collection magnifique qui s'appelle La librairie du XXe siècle, devenue depuis l'an 2000 la librairie du XXIe siècle. Et il me semble que la rencontre entre Jean-Claude Grimbert et Maurice Hollander a été quelque chose d'extrêmement important pour l'un comme pour l'autre. Car Maurice Hollander est aussi à ses heures un auteur, mais c'est surtout, je crois, un formidable détecteur de talent, etc. Si dans les livres de Jean-Claude Grimbert, vous consultez notamment ceux publiés par ce Maurice Hollander
dans la librairie du XXIe siècle, il est à la fin de cet ouvrage, de ces ouvrages, la liste des auteurs qu'a publié la série en question, la collection en question. Et vous verrez que c'est un palmarès admirable des sciences humaines de notre temps. On pourrait citer pratiquement tous les volumes de la collection de Maurice Hollander, mais je m'arrête sur ceux de Jean-Claude Grimbert, et je voudrais aussi citer ceux de Jean-Pierre Vernant, cet immense philosophe, historien de la Grèce antique, par ailleurs résistant de la première heure, compagnon de la Libération, et qui a publié plusieurs de ses textes dans la collection de Maurice Hollander. Tout ça n'est pas de l'anecdote. Si je vous rapporte ça, c'est parce que, aux yeux même de Jean-Claude, tout ceci compte colossalement. Hollander était un spécialiste des sciences humaines, juif belge, résidant à Bruxelles, mais tout le temps à Paris. Et admirable, encore une fois, détecteur de talent. Et je ne suis pas étonné que la rencontre entre Jean-Claude Grimbert et Maurice Hollander, qui est assez récente, et qui est en partie due au hasard, comme souvent les rencontres décisives, cette rencontre a été incroyablement féconde. Et c'est dans la collection de Maurice Hollander que Jean-Claude Grimbert a publié un certain nombre de ses textes récents, qui sont des textes de prose, qui ne sont pas des textes de théâtre, non pas destinés ni au grand public, ni au jeune public, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui sont des textes autobiographiques, tout à fait magnifiques, dans lesquels Jean-Claude Grimbert évoque à la fois sa famille, ses origines lointaines, ses frustrations, son enfance aussi. Le tout dernier paru dans cette collection évoque la personne de la mère de Jean-Claude, magnifique personne elle aussi, et au moins autant en dehors de la personne de sa mère, il évoque aussi le quartier de son enfance, dans le 10e arrondissement de Paris, non loin de la gare de l'Est, du côté de la rue de Chabrol, où ces gens qui étaient pour la plupart des juifs malheureux et très pauvres, mais très dignes, tous ces gens-là finalement vivaient dans une communauté assez chaleureuse, même très chaleureuse, et assez joyeuse, en dépit de la tragédie qui n'allait pas manquer de s'abattre sur eux à partir de 1940. Vous voyez, l'œuvre de Jean-Claude, on peut la prendre par plein d'entrées, si je puis dire. On va lui redonner la parole tout de suite. Peut-être avez-vous vu au cinéma, il y a quelques mois, l'adaptation d'un texte qu'Olga va nous lire en partie et qui s'appelle « La plus précieuse des marchandises », publié justement par Hollander dans la collection Librairie du XXIe siècle. La plus précieuse des marchandises, ce sont les enfants. Jean-Claude a écrit plusieurs textes dans lesquels il explique qu'à ses yeux, rien au monde ne vaut le sourire d'un enfant. Il a raison. Et la plus précieuse des marchandises est une fable, hélas réaliste. La plus précieuse des marchandises, c'est celle qui sera sacrifiée dans ce livre. C'est effectivement celle de l'enfance et plus généralement des Juifs, l'Holocauste. Et ne voilà-t-il pas que à cet auteur dramatique, à ce romancier, à ce scénariste de cinéma, n'oublions pas qu'on doit à Jean-Claude Grimbert le scénario, l'adaptation et les dialogues d'un certain nombre de films qui ont beaucoup marqué, notamment des films de François Truffaut ou de Costa Gavras, d'autres encore. Eh bien, c'est un homme de cinéma qui est allé à lui, qui est allé le voir. Et cet homme, c'est Michel Hazanavicius. Hazanavicius, c'est l'auteur de The Artist. Vous vous souvenez de ce film qui a une dizaine d'années, interprété par Jean Dujardin, l'évocation admirable en noir et blanc de la carrière et de la chute d'ailleurs d'un très grand acteur. C'est un film muet, tourné dans les conditions du cinéma hollywoodien par Hazanavicius, qui a reçu pour ce faire d'ailleurs l'Oscar du meilleur film étranger, ce qui n'est pas donné à beaucoup de films français. Eh bien, Hazanavicius, qui est un type d'une très grande curiosité, qui nous a donné ces films tellement drôles, inspirés par OSS 117, Michel Hazanavicius est un grand lecteur. C'est lui qui est allé voir Jean-Claude Grimbert et qui lui a dit « On va faire un film à partir de la plus précieuse des marchandises. Mais on ne va pas faire un film réaliste. On ne va pas faire un film
interprété par des comédiens. Encore que ce serait possible. Ça n'est pas l'idée d'Azanavicius. Son idée, c'est un film d'animation, si tant est qu'on puisse employer ce terme. C'est un film dessiné, c'est un film en noir et blanc, qui reprend effectivement, en l'adaptant, le texte originel, et qui a donné ce film absolument magnifique et extraordinairement singulier dans sa forme, que vous avez vu sans doute. Si vous ne l'avez point encore vu, laissez-nous vous adjurer d'en prendre connaissance quand vous le pourrez. Olga va nous lire le début de La plus précieuse des marchandises. Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le petit Pousset, pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir? Allons. Dans ce grand bois, donc, régnait grande faim et grand froid, surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait autour de ce bois la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui, 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 oui. Pauvre bûcheron, requis à des travaux d'intérêt public, au seul bénéfice des vainqueurs occupant villes, villages, champs et forêts, c'était donc pauvre bûcheronne qui, de l'aube au crépuscule, arpentait son bois dans l'espoir, souvent déçu, de pourvoir aux besoins de son maigre foyer. Fort heureusement, à quelque chose malheur est bon, pauvres bûcherons et pauvres bûcheronnes n'avaient pas, eux, d'enfants à nourrir. Le pauvre bûcheron remerciait le ciel tous les jours de cette grâce. Pauvre bûcheronne s'en lamentait, elle, en secret. Elle n'avait pas d'enfants à nourrir, certes, mais pas non plus d'enfants à chérir. Elle priait donc le ciel, les dieux, le vent, la pluie, les arbres, le soleil même, quand ses rayons perçaient le feuillage, illuminant son sous-bois d'une transparence féerique. Elle suppliait ainsi toutes les puissances du ciel et de la nature de bien vouloir lui accorder enfin la grâce de la venue d'un enfant. Peu à peu, l'âge venant, elle comprit que les puissances célestes, terrestres et féeriques s'étaient toutes liguées avec son bûcheron de mari pour la priver d'enfants. Elle pria donc désormais pour que cesse au moins le froid et la faim dont elle souffrait du soir au matin, la nuit comme le jour. Pauvre bûcheron se levait avant l'aube afin de donner tout son temps et toutes ses forces de travail à la construction de bâtiments militaires d'intérêt général et même caporal. La pauvre bûcheronne, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il règne cette chaleur suffocante dont je vous ai déjà parlé, cette pauvre bûcheronne donc arpentait son bois en tous sens, recueillant chaque brindille, chaque débris de bois mort ramassé et rangé comme un trésor oublié et retrouvé. Elle relevait aussi les rares pièges que son bûcheron de mari posait le matin en se rendant à son labeur. La pauvre bûcheronne, vous en conviendrez, jouissait de peu de distraction. Elle marchait, la faim au ventre, remuant dans sa tête ses vœux qu'elle ne savait plus désormais comment formuler. Elle se contentait d'implorer le ciel de manger ne serait-ce qu'un jour à sa faim. Le bois, son bois, sa forêt, s'étendait large, touffu, indifférent au froid, à la faim. Et depuis le début de cette guerre mondiale, des hommes requis, avec des machines puissantes, avaient percé son bois dans sa longueur afin de poser dans cette tranchée des rails. Et depuis peu, hiver comme été, un train unique, passait et repassait sur cette voie unique. Pauvre bûcheronne aimait voir passer ce train, son train. Elle le regardait avec fièvre, s'imaginait voyager elle aussi, s'arrachant à cette faim, à ce froid, à cette solitude. Peu à peu, elle régla sa vie, son emploi du temps, sur les passages du train. Ce n'était pas un train d'aspect souriant, de simples wagons de bois avec une sorte d'unique lucarne garnie de barreaux dont était orné chacun de ces wagons. Mais comme pauvre bûcheronne n'avait jamais vu d'autre train, celui-ci lui convenait parfaitement, surtout depuis que son époux, répondant à ses questions, avait déclaré d'un ton péremptoire qu'il s'agissait d'un train de marchandises. Ce mot, marchandise, acheva de conquérir le cœur et d'enflammer l'imagination de la pauvre bûcheronne. Marchandises, un train de marchandises.
Elle voyait désormais ce train débordant de victuailles, de vêtements, d'objets. Elle se voyait parcourir ce train, se servir, se rassasier. Peu à peu, l'exaltation fit place à un espoir. Un jour, peut-être demain ou le surlendemain ou n'importe quand, le train aura enfin pitié de sa faim et au passage lui fera l'aumône d'une de ses précieuses marchandises. Bientôt, elle s'enhardit, s'approchant du train le plus possible, l'appelant, le hélant d'un geste, l'implorant de la voix ou le saluant simplement quand elle était trop loin pour arriver à temps. Enfin, quelquefois, une main dépassait de ses lucarnes et lui répondait. Quelquefois aussi, l'une de ses mains lançait à son intention quelque chose qu'elle courait alors ramasser en remerciant le train et la main. Ce n'était la plupart du temps qu'un bout de papier qu'elle défroissait avec soin et un immense respect avant de le replier et de le ranger sur son cœur. Était-ce l'annonce d'un cadeau à venir ? Longtemps après le passage du train, lorsque la nuit tombait, lorsque la faim se faisait trop sentir, lorsque le froid la mordait davantage et afin que son cœur ne se serre pas trop, elle redépliait le papier avec un respect religieux et elle contemplait les gribouillis inintelligibles, indéchiffrables. Elle ne savait ni lire, ni écrire, en aucune langue. Son bonhomme de mari savait, lui, un peu, mais elle ne voulait partager avec lui ni avec personne ce que son train lui offrait. Je voudrais vous rappeler quelques titres des œuvres théâtrales de Jean-Claude Grimbert, pièces qui ont été montées et jouées avec énormément de succès ici à Paris et au-delà de cela à l'étranger. Peut-être vous souvenez-vous de Dreyfus, le titre est explicite, de Zone libre, autre chronique. Il aime bien la chronique, Jean-Claude Grimbert. Chronique de vie quotidienne, de vie simple, de vie traquée pendant les années funestes. Il avait écrit aussi une pièce étonnante qui s'appelait En revenant de l'Expo. L'Expo, c'est celle de 1900, et qui, à travers une évocation assez drôlatique d'ailleurs de cet événement majeur dans la vie culturelle du pays, au-delà de ça, laissait entendre que tout n'était pas si bien au moment de l'Expo. C'est la belle époque, mais c'est une belle époque qui n'est pas belle pour tout le monde. Et puis, il a commencé dans ces années-là, vers 1990, le retour sur sa propre biographie à travers un certain nombre de textes de prose. Je voudrais vous lire, si vous le permettez, un autre texte de Jean-Claude. Ça vient de m'apparaître parce que je trouve qu'il pourrait, puisque le temps nous est malheureusement compté et que nous ne sommes pas les seuls à nous exprimer ici sur le forum, je voudrais vous lire ce texte qui date de 2003. Vous voyez, c'est un texte déjà ancien et qui figure en liminaire ou en conclusion d'une de ses pièces les plus savoureuses pour la jeunesse, puisque nous sommes là pour parler aussi du théâtre pour le jeune public, et qui s'appelle Marie des Grenouilles. Oui, les grenouilles qui demandent un roi, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est aussi de ça que, métaphoriquement, traite Jean-Claude Grimbert dans cette pièce. Et voici cette espèce d'évocation autobiographique. C'est avant les grands livres d'autobiographie sur son père, sur sa mère, sur sa famille, sur son épouse, l'admirable texte dédié à Jacqueline, à la mère d'Olga, qui était la compagne indissociable de Jean-Claude Grimbert et qui nous a quittés prématurément il y a quelques années. Vous lirez un jour, je vous le souhaite de tout cœur, l'ouvrage que Jean-Claude a dédié à son épouse et qui s'appelle tout simplement Jacqueline, Jacqueline. Je suis né à Paris en 1939, juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Mon père, tailleur de profession, fut déporté en 1942 avec son propre père et quelques millions d'autres pères, mères et enfants juifs. Après la guerre, en 1945, ma mère, mon frère et moi avons attendu en vain son retour. J'ai raconté ça dans L'Atelier, une pièce de théâtre pour adultes, mais que les enfants peuvent lire. De même, les enfants peuvent parfaitement lire La plus précieuse des marchandises. À l'âge de 14 ans, j'ai dû quitter l'école pour apprendre un métier car je devais, comme on dit, gagner ma vie. Comme par hasard, je me suis retrouvé apprenti tailleur
Et par un autre hasard, je me suis mis à faire du théâtre le soir, dans une troupe amateur, si bien que je suis devenu un apprenti comédien très assidu, doublé d'un très mauvais apprenti tailleur. Enfant, j'ai beaucoup lu. Il n'y avait aucun livre chez moi, mais j'allais chaque semaine en emprunter à la bibliothèque municipale du 10e arrondissement. Il m'est arrivé de lire un livre par jour, pendant des semaines. C'est cet amour de la lecture qui m'a permis beaucoup plus tard d'écrire, d'abord des pièces de théâtre, puis des scénarios pour la télévision ou pour le cinéma. Il y a peu de temps, un directeur de théâtre anglais m'a demandé d'écrire une pièce pour enfants. Ce fut Le Petit Violon. En l'écrivant, je me suis rendu compte que j'aime écrire des pièces pour les enfants que les grandes personnes peuvent également voir et lire. En l'écrivant, je répète, je me suis rendu compte que j'aime écrire des pièces pour les enfants que les grandes personnes peuvent également voir et lire. Je crois qu'en prenant de l'âge, j'aime de plus en plus les enfants. J'aime aussi les grenouilles. Je n'aime pas trop les princes charmants. J'aime même les crapauds, pourvu qu'ils soient chanteurs. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le sourire des enfants. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose, Olivier, si tu me permets. J'ai pensé, en vous lisant ces deux extraits des textes de mon père, à ma grand-mère, donc à sa mère. Et en lisant le début de La plus précieuse, je voulais juste vous dire, puisqu'on est là dans un endroit dédié à la lecture, que ma grand-mère, comme la bûcheronne, ne savait ni lire ni écrire. Et qu'elle a donné naissance à Jean-Claude Grimbert, qui est un des auteurs phares de la littérature française. Donc je pensais à elle en vous lisant ça. Je suis sûre qu'il serait très content d'être avec nous et de m'entendre lui rendre cet hommage, d'autant qu'il a son dernier livre, Quand la Terre était plate, parle de sa mère. Mais voilà, j'ai vraiment pensé aujourd'hui, ici, dans le temple de la littérature, que ma grand-mère a appris à lire et à écrire après lui. Et que quand il avait un livre à lire par jour, il prenait sa carte à elle de bibliothèque pour prendre aussi ses livres, puisqu'elle ne savait pas lire. Mais elle s'est mise à apprendre, âgée, adulte, après que lui et son frère sachent lire, évidemment. Et elle a fait de gros efforts pour pouvoir lire. Donc j'ai pensé très fort à ça en vous lisant ça tout à l'heure et je voulais vous le dire. Voilà. Tu as tout à fait raison. Je voudrais vous rappeler, parce que vous le savez sans doute, qu'il est une pièce de Jean-Claude qui se joue en ce moment au théâtre de la Scala, boulevard de Strasbourg à Paris, et qui s'appelle Moment, et qui est une pièce très drôle. On pourrait penser que Jean-Claude est plus porté à la tragédie. Ce serait une erreur. Il est porté au théâtre, c'est autre chose. Et dans le théâtre figure aussi la comédie, l'ironie, la drôlerie. Moment est une pièce très drôle dans laquelle l'auteur invente une langue. Et ces deux personnages, la mère et le fils, parlent une langue à eux, inventée par Jean-Claude Grimbert, mais parfaitement intelligible. La pièce est interprétée par Hervé Pierre et Clotilde Mollet, son épouse. Hervé Pierre a été un des grands sociétaires de la comédie française. Il a interprété Peer Gynt d'une manière inoubliable il y a une quinzaine d'années. Et ils sont tous les deux absolument formidables. Allez voir ce spectacle à la Scala à Paris. D'abord, vous passerez un moment très amusant, très détendu, très joyeux, oui, car Jean-Claude sait être joyeux à ses heures. Et vous verrez aussi que L'air de rien, c'est une pièce sur le langage, sur la compréhension, donc sur l'incompréhension et sur l'intolérance. Merci à vous de votre attention. Merci.